Ok, donc l'idée générale, c'est de parler des liens qui peuvent exister, qui peuvent être tissés entre la pratique des bandes dessinées et les relations générales aux autres images. Et notamment aux images qui sont dites appartenir à l'histoire de l'art, pour ce que ça veut dire. C'est-à-dire images du passé, pour ma part surtout, puisque c'est essentiellement avec des images du passé que je dialogue dans mon boulot en bande dessinée. Mais bon, je pense que le plan d'inscription théorique et de questionnement serait rigoureusement le même si la question se posait dans des œuvres contemporaines ou modernes. D'ailleurs, il y a un des bouquins récents qui s'appelle Ars Memoriae qui rend compte d'une expérience dans des musées de toutes sortes, le musée d'art moderne d'Ostende par exemple, et dans des collections plus contemporaines, notamment à Bruxelles. Donc c'est pas un questionnement qui lierait ça à un certain type d'objet, qu'on ne se trompe pas sur un rapport patrimonialisant. Je pense qu'on interroge par la bande dessinée toute forme possible d'image des autres, en fait, possiblement. Moi, je viens plutôt du monde de ce qu'on appelle l'art contemporain, ce qui est plutôt bizarre de dire ça, parce que la bande dessinée est un art contemporain. Donc, c'est étrange de les opposer. C'est un des points sur lesquels l'écriture actuelle sur les bandes dessinées est souvent étrange. Il y a plein de publications qui, par leur énoncé même, créent une espèce de séparation ontologique là où elle n'a pas vraiment lieu d'être. Des bouquins du genre l'art et la bande dessinée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose. Plutôt, ce que ça veut dire, c'est que la pratique en bande dessinée est plus considérée de son point de vue éditorial que dans sa capacité à produire un champ disciplinaire propre à la hauteur finalement des autres productions matérielles. Et c'est une étrangeté, parce que c'est pas non plus une discipline si jeune que ça désormais. Elle est au moins aussi ancienne que le cinéma, qui s'est très vite pourvue d'un appareil critique et théorique assez copieux, assez dense, assez riche, qui très rapidement a su se placer dans l'imaginaire collectif comme une discipline qu'on pouvait interroger artistiquement. Donc ouais, le cinéma c'est assez vite pourvu de ces moyens-là. En tout cas, le cinéma, le monde savant, on va dire ça comme ça, a su assez vite écrire à la hauteur du cinéma un corpus de textes, d'appareils de mesure, en gros, intellectuels, susceptibles de rendre compte des capacités de cette discipline à produire des œuvres avec ce qu'on entend dire de la catégorie art. Bonsoir. Non, mais il n'y a pas de problème. Tu es bienvenu. Et si d'autres rentrent, j'attends qu'ils rentrent. Ouais, bienvenue. Bonsoir. Donc je le dis tout de suite, c'est pas physique quantique, si c'est ça que... Oui, c'est très bien. Ça te va? C'est pas physique quantique. Je voudrais pas vous décevoir. Connaissance en physique quantique. Ok. Ici, c'est newtonien. Ça marche. J'en déduis que vous êtes tous et toutes largement formés dans ce domaine, donc la physique quantique, donc c'est plus vraiment la peine de vous affranchir de quoi que ce soit. Exactement. Ouais, ça c'est cool. Donc la question, du coup, d'un point de vue au moins symbolique et pratique pour les bandes dessinées, s'articule d'une façon générale au fantasme de la catégorie art et de ce qu'on y fait, ce qu'on y produit, pourquoi on la maintient. Son maintien est une nécessité, en vérité, pour pouvoir construire un endroit du monde dans lequel cette espèce d'espace un peu singulier, enfin même pas un peu singulier, complètement singulier, soustrait finalement aux usages d'analyse des constructions sociales et historiques qui sont soumises à l'organisation du monde sans possibilité d'en prendre la moindre distance. Et parmi les petits trucs que Adorno a plutôt bien mis en lumière par rapport à ça, c'est combien, aussi problématique que soit pour nous tous et toutes le maintien de la catégorie art, nous met dans plein de situations compliquées, son maintien est une nécessité pour tenir une position vraiment très très particulière
dans les relations générales d'adversité qui construisent les rapports sociaux, que ce soit les rapports de classe, que ce soit les rapports de genre, que ce soit d'une manière générale tous les antagonismes sur lesquels repose la construction d'une vie collective, quoi. Donc il faut la maintenir en soi, et le prix de ce maintien est un peu particulier, et je trouve tout à fait renversant en fait. Alors, la façon dont j'ai l'habitude de le formuler est un peu brutale, mais je pense qu'elle va être vite saisissable par tout le monde, parce qu'elle elle dit quelque chose de cette obstination à maintenir cette catégorie. J'ai tendance à dire que l'art est conservateur de sa catégorie et révolutionnaire de sa définition. Et c'est au prix de cette construction, pas transparente, mais en tout cas extrêmement fonctionnelle, qui n'est pas dialectique parce qu'elle est sans solution et n'appelle aucune espèce de solution. C'est à ce prix-là qu'on peut imaginer non seulement une ouverture infinie de la capacité à la catégorie art de produire une relation générale à l'organisation du monde, mais aussi d'exploser inlassablement à mesure que nous y faisons quelque chose. À chaque fois qu'on y produit quelque chose, qu'on y change des rapports corporels, des rapports collectifs, etc., on fait sauter, on fait fissurer, je dirais, la totalité de la catégorie. Elle est toujours là, mais on fait jouer ce qu'elle se prétendait être d'organisation générale des productions humaines. Bon, tout ça pour l'instant, c'est déjà casse-couille. Non, excusez-moi, parce que on a peur de s'être trompé. Ah, vous cherchez la physique quantique. Exactement. C'est pas du tout le sujet. C'est ça, pardon, excusez-nous. Je suis vraiment désolé. Quelle déception. Désolé. Quelle déception. Je comprends ce sentiment. Mais de quoi nous parle-t-il? C'est drôle et magique à la fois. Non. C'est tout à fait normal que dans une école où on parle d'art toute l'année, vous en ayez plein le cul et envie d'entendre parler d'un peu autre chose de temps en temps. Donc maintenant, fort de cette espèce de regard un peu général sur la question, qu'est-ce que ça veut dire pratiquer les bandes dessinées avec un regard sur l'art, puisque, a priori, elle fait étroitement partie du problème. Donc on se doute bien qu'à cet endroit-là, ma question n'est pas du tout de savoir si la discipline bande dessinée ressortie ou pas au champ de l'art. Je dirais c'est pas une bonne question. Enfin, c'est pas les pratiques et les techniques, vous êtes bien placés pour le savoir, qui disposent de la possibilité d'affirmer que telle ou telle production humaine va faire partie de ce champ. C'est les œuvres elles-mêmes qui font ça. Et c'est au coup par coup. Donc en gros, il y a autant, je dirais, de productions de bande dessinée qu'il en existe cinématographiques ou livresques. Aucune d'entre elles ne détient la possibilité, juste comme catégorie, de dire « Ah oui, ça c'est une catégorie artistique, c'est la littérature ». C'est absurde. Enfin, la littérature, c'est une catégorie sûrement très pratique pour enseigner à l'école des choses sur certains livres choisis, mais la vérité c'est qu'il entre et il sort toutes sortes de constructions écrites, au gré, non pas des fantaisies, mais je dirais des représentations qu'une société se fait d'elle-même au moment où elle a besoin d'une certaine quantité de signes plus ou moins satisfaisants pour se dire. Donc il faut en conclure que si les bandes dessinées ont été longtemps laissées un peu de côté dans cette construction générale, c'est peut-être parce que dans ce qu'une société pouvait attendre d'elle-même pour se dire c'était pas super honorable ou ça appartenait à un autre champ un peu diffus, pour ça, de ce qu'on appelle un peu rapidement, parce que c'est encore un mot qui est très compliqué à définir, les cultures populaires. Si la question vous intéresse, j'ai un petit essai publié chez Adverse qui parle de ça, qui s'appelle Bande dessinée grand public, qui essaie de rendre sensible cette question très très difficile. Qu'est-ce qu'on entend par bande dessinée, par populaire en tout cas quand on parle des rapports des bandes dessinées, comme une espèce d'évidence à son statut de pratique culturelle populaire. C'est assez compliqué de savoir à quel moment de la vie des œuvres et des formes et pour quelles raisons on les fait rentrer dans ce champ. Tout ça ne m'amène pas encore à vous dire ce que j'entends par vivre et penser en bande dessinée autour de l'art. C'est-à-dire, à partir de là, vu ce que je vous dis, comment l'art devient mon objet. Alors on peut toujours se rattraper en disant l'art est toujours l'objet de l'art. Ça n'a jamais cessé d'être le cas.
Il peut l'être soit comme déclaration générale d'une relation à la vie, donc je ne vais pas vous faire l'offense de vous citer Filio sur cette question, mais en vérité, depuis toujours, cette question elle a été assez centrale des relations à la production. Et du coup, ce qui est assez déterminant, c'est de voir à l'intérieur de ce champ comment on vit l'expérience de la question A devant les objets, que cette immense catégorie égrène. On a tout à fait le droit d'être énormément critique, on a peut-être même le devoir de l'être, dans la prétention de cette catégorie à absorber bien plus qu'elle le devrait de production humaine. C'est souvent anthropologiquement un petit peu douteux, mais bon, c'est au nom, on pourrait dire, de ces coups de force parfois douteux, que aussi ça agrandit la définition de l'art. Même des fois, ça peut nous faire souffrir de voir des expansions de la catégorie art dans le prix à payer. C'est des gestes coloniaux, par exemple. Notre histoire de l'art du XXe siècle est nourrie de ça, et du XIXe, par ailleurs. À vrai dire, ça commence vraiment au XVIIIe, avec les chinoiseries du XVIIIe, donc c'est pas une mince affaire. Mais à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, ça fait vaciller certaines certitudes. Là, je touche à un autre aspect de la catégorie art, et après, je vous jure, on en finit avec ça, on parle vraiment de bande dessinée, même si, en fait, j'en parle tout le temps. Même quand je vous parle de polyptyque du 14e, en fait, je parle encore de bande dessinée. Je parle tout le temps de bande dessinée, même quand je parle d'autre chose, donc soyez certains de ça. Qu'est-ce que je disais? Là, je me suis perdu dans ma propre digression, je ne vous cache pas que je suis un poil fatigué. Qu'est-ce que je disais à l'instant? J'étais sur les coups de force anthropologiques, l'élargissement par la discipline et également des fois par la violence qu'on peut faire à nos rapports éthiques et politiques au monde. Donc le maintien à l'intérieur de ça, d'une relation à l'art, veut dire le maintien constant à la fois de cette certitude, de la plasticité de cette catégorie d'un point de vue définitionnel, et donc de la richesse qu'elle nous offre d'y agir, en bande dessinée ou autrement, et l'abandon, si on peut, pour autant, du coup, de toute fétichisation à la fois des œuvres qu'elle produit, des personnes qui produisent ces œuvres, et des valeurs qu'elle prétend distribuer. Parce que c'est ce qu'est l'art, fondamentalement critique de sa catégorie. Et je dirais critique de toutes les catégories. C'est ce qui le rend aussi intéressant. Critique donc de lui-même, ça veut dire que même si aujourd'hui dans la construction opératoire de l'art et de son marché, il y a une grande quantité d'actions qui ressortissent au champ vraiment de la construction sociale et culturelle. En gros, on fait des résidences, on fait des ateliers, des trucs comme ça. Il ne faudrait pas se bercer de l'illusion que l'art fait du lien social. Parce qu'en fait, pas du tout. C'est le contraire. Ce que produisent les œuvres, c'est une mise en faillite systématique de l'évidence des constructions sociales. C'est-à-dire partout, précisément, on a l'impression que c'est comme ça que ça marche. Si la catégorie art a du sens, c'est de montrer tout ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, et pourquoi on a tout intérêt à faire en sorte que ça ne marche pas. Donc c'est un travail de bousillage, a priori, du lien social. C'est bizarre de dire ça en étant assis à une table avec une construction terriblement académique, mais que vous êtes invité à bousiller à votre tour. Ça veut aussi dire que vous pouvez m'interrompre évidemment à n'importe quel moment pour y injecter du paratexte et on peut partir en couille avec plaisir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire du coup la façon dont cette question se pose à moi en bande dessinée? Comment j'en suis arrivé là? J'en suis... c'est pas la physique quantique. Je suis émerveillé de l'intérêt pour la physique quantique de tous ces élèves de la Villa. Vous la reconnaissez tout de suite, en fait. Non, je prends plus le risque maintenant. J'ai pas envie qu'ils s'assiedent gênés, qu'il y ait un grand moment d'embarras, ils se rendent compte que je suis pas du tout en train de parler des particules. Enfin, si, mais pas du tout les mêmes. Et, donc voilà, j'évite plein de gênes à plein de gens, je pense. Alors pourquoi les bandes dessinées? Pour moi, d'abord c'est un choix éthique et politique au départ. Donc comme je vous l'ai dit, je viens du monde de l'art contemporain, c'est-à-dire que j'ai commencé
clairement ma vie en concevant des pièces, plutôt des installations, même si j'ai fait pas mal de peinture. Mes premières d'expositions que je considère comme importantes dans ma vie, c'était plutôt des installs. Donc tout début des années 90, fin des années 80. Et puis, précisément, la construction sociale des œuvres, même si c'était moins le cas à ce moment-là qu'aujourd'hui. En province, l'art contemporain était encore considéré avec beaucoup de dédain. Donc il y avait moyen d'y faire vriller des trucs, quoi. Mais pour autant, on était déjà en train de fabriquer quelque chose comme un tissu d'évidence dans la façon dont circulaient les œuvres de l'esprit et les productions matérielles. Et ça ne me satisfaisait pas du tout. Ma vie, j'y prends plaisir que dans une intranquillité. J'ai très peur d'une tranquillité artistique. Pascal disait que sa place au soleil, c'était le début de l'usurpation du monde entier. Je pense que c'est le cas. Donc je ne veux pas ma place au soleil. Et du coup, tout en voulant continuer à faire la seule chose qui me donne envie de vivre, c'est-à-dire une pratique de l'art, j'ai cherché un endroit où il y avait potentiellement soit une certaine déconsidération pour des formes que tout le monde méprisait plus ou moins, mais en tout cas, j'avais au moins la certitude qu'on allait me foutre la paix dans mon rapport expérimental au monde, puisque ça n'intéresserait pas grand monde ce que j'allais faire. Ce qui était vrai. C'est ce qu'on appelle un sacré plan de carrière. Mais c'était assez chouette. Ouais. Vers quelle année? Alors, il y a plein de va-et-vient dans mon histoire artistique. J'ai commencé par quitter la scène de l'art contemporain pour celle de l'écriture poétique et romanesque, tout en continuant à pratiquer le dessin. Mais ça veut dire que mon maintien de relation aux œuvres plastiques était plutôt de l'ordre de l'analyse et de l'essai, chose que je continue à pratiquer. Et les bandes dessinées étaient inscrites plutôt dans des travaux personnels, des petits trucs que je mettais en forme qui m'obsédaient. Des obsessions toutes courtes, mais qui finissent des fois par prendre forme genre 20 ans, 30 ans après, quoi. Par exemple, avec un de mes amis de toujours, on parlait beaucoup copieusement de bande dessinée, de ce qui ne pouvait se faire que en bande dessinée avec rien d'autre. Et si possible, partant de ces bases, d'y rajouter en plus des complications extrêmes pour que même les bandes dessinées rendent ça très pénible. En fait, choisir quelque chose qui ne pourrait devenir pénible qu'en bande dessinée. Si je suis clair. Donc, par exemple, produire un récit en vision subjective de l'homme invisible sans que jamais ce soit énoncé. Donc, rien ne vient jamais garantir son invisibilité par la construction du récit. Et on avait décidé, on n'utilise pas de miroir dans le récit, c'est trop facile. Donc, comment on fait pour construire un récit qui rende sensible le fait que le narrateur soit invisible à tous, sans le truchement de ce genre de trucs et sans que ce soit dit? Voilà, des espèces de jeux théoriques, comment on fait ça en bande dessinée? Donc c'est devenu un bouquin, genre 30 ans après, qui s'appelle Moins par moins. Ouais. Est-ce que c'est lié aux contraintes de l'Oulipo, enfin l'Oubapo du coup puisque... Non, à ce moment-là, pas du tout. Même si, comment dire, effectivement, l'Oubapo a pris une place importante à partir de, on va dire, tout début 2000. Tu sais, quand tu as Comics 2000, la grosse somme qui sort de l'assaut, à ce moment-là, il y a des gens de l'assaut qui sont liés parce qu'il y a eu une petite sortie, je crois, de quelques-uns d'entre eux à Cerisy, la salle. Du coup, ils ont rencontré des membres de l'Oulipo. Il y avait un goût pour la pataphysique de certains d'entre eux. En gros, se monte le club de l'Oubapo. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est l'ouvroir de bande dessinée potentielle, ce qu'on appelle les OUPO, les ouvroirs potentiels. Il y en a plein. Le premier, c'est l'Oubapo, qui est fondé autour de personnalités assez chouettes comme le Lyonnais, Queneau, Pérec, Calvino, enfin ils sont un petit nombre, Roubaud un peu plus tard. Et c'est la mise en place de jeux structurels, c'est-à-dire qui visent à mettre en évidence tout ce qui est très souterrain dans l'écriture, qui ne se révèlent jamais vraiment, qui ont fait les fondations, si vous voulez, et qui par des jeux, la mise en place de jeux très très simples, d'un seul coup explosent au grand jour. Les plus connus, c'est les exercices de style de Raymond Queneau, qui décrit la même scène avec chaque fois un angle différent d'approche. Sinon, il y a la disparition de Pérec, qui est sur un sujet très tragique, qui est celui d'une disparition assez grave qui hante le livre
Donc il choisit d'escamoter ce qui pourrait presque rendre muet la voyelle la plus courante de la langue française. Et l'oubapo, donc c'est essentiellement ce que j'appellerais la bande des Suisses, qui va mettre ça en place, c'est-à-dire Ibn al-Rabin, Baladji, Yves Levasseur, j'en oublie un, on sur moi. Oh merde, Grundig. Chez les Français, c'est essentiellement le Croar qui va vraiment entraîner les autres Français dans ce bordel. Le résultat est souvent décevant, puisque comme dans l'Oulipo en fait, c'est-à-dire que la volonté de rendre visible quelque chose fait que cette visibilité et cette mise en lumière devient l'objectif, et ça crée souvent des récits qui sont décevants en tant que récit, en tant qu'œuvre d'art, souvent. Il y a beaucoup de déceptions, et je vois que j'ai oublié de prendre une carafe d'eau. Putain, j'oublie toujours ce truc. Ça t'embête pas? T'es super gentil. Je suis vraiment désolé. Donc non, mon rapport à la contrainte, c'est pas un rapport de cet ordre. C'est vraiment un goût, d'une manière générale, pour les mécanismes narratifs. Et l'idée que c'est toujours assez intéressant de faire affleurer une difficulté supplémentaire juste pour, tu vois, restreindre le champ au maximum. Enfin, et juste se mettre dans une situation où tu n'es pas juste livré à la divagation, même si j'aime bien divaguer, ça compte beaucoup artistiquement de divaguer. J'essaye de divaguer le moins possible à l'intérieur de mon travail. Parce que je divague déjà bien suffisamment comme ça dans la vie pour arriver à faire quelque chose. Donc si j'y rajoute une divagation implicite, ça devient n'importe quoi. Alors il y a des récits divagants, mais dans ce cas-là, c'est des contraintes d'une autre nature. Par exemple, des récits sous champignons hallucinogènes. Donc ça veut dire que le contrôle à l'intérieur, si tu chopes pas ta gomme, tu abandonnes l'idée de gommer parce que tu vas mettre une demi-heure à la retrouver ta gomme, donc ça sert absolument à rien. Si tu trouves pas la bonne couleur, t'en prends une autre, quoi. Voilà. Par contre, le but du jeu, c'est de conserver une maîtrise totale de ce que tu fais et d'aboutir au bout de 7 ou 8 heures de travail, puisque c'est à peu près la durée d'une prise de truffe. Donc si je ne prends pas des psylos, je prends des truffes, parce qu'on peut un peu mieux canaliser son travail. Le but du jeu, c'est d'arriver à un récit qui ne soit pas de la merde de drogué, si possible. Qui ressemble un peu à quelque chose, donc on se bat tout le temps contre le champignon, qui est quand même très robuste, le coco. Donc c'est une autre forme de contrainte. Enfin, tout ce qui me met dans une situation inconfortable m'aide finalement. En fait, c'est quoi la menace qui pèse le plus sur un artiste? Il y a quelqu'un qui le disait très bien, c'est Deleuze, quand il a donné quelques cours sur la peinture et sur l'art. C'était pas forcément son domaine, et il le savait, je pense. Et du coup, c'est les cours où il est à la fois le plus audacieux et le plus fragile. Ces cours sur Cézanne sont assez géniaux. C'est qu'on l'entend toujours prendre des risques. Il essaie de dire un truc. Bon, on va s'arrêter là, je sais pas où on va avec ce que je suis en train de dire, on attend la session prochaine. C'est génial parce qu'on voit une pensée se mettre en marche, c'est beau. Une pensée qui se construit devant vous, c'est émouvant, quoi. Et puis on voit le danger qu'il y a à penser des trucs, à faire des hypothèses. Pour moi, une hypothèse, c'est ça, c'est un branchement inattendu. On tente un branchement inattendu. On a un risque de se vautrer. On ne peut pas brancher tout et n'importe quoi. C'est des fois juste, ça pète, ça n'a aucun intérêt. Mais on essaye ça, un branchement inattendu. Et Deleuze, par rapport à cette question très simple, dit que la page blanche, c'est vraiment une image stupide. Personne n'a peur d'une page blanche parce que c'est pas ça le problème. Le problème de la page au moment où on commence un boulot, c'est pas du tout d'être vierge, c'est le contraire. C'est d'être un tissu de lieux communs. Et c'est ça qui nous guette tous. Il y a d'abord les lieux communs institués par la société. Dieu sait si ça déborde, notamment dans le monde de l'image. Parce qu'on travaille entouré tout le temps des œuvres qu'on aime et avec elles. C'est pour ça que moi j'ai pris une précaution d'usage. Je travaille avec des œuvres entre le XIIe et le XVIe siècle. Donc ma chambre, enfin, je limite la casse en fait, en allant vers des œuvres qui n'ont plus, je dirais, qui n'ont plus cours dans le bavardage contemporain. Ça change pas tout, t'es adorable, merci beaucoup. Mais n'empêche que c'est quand même ce qui nous menace tous et toutes.
c'est certes les lieux communs, les usages sociaux, mais c'est aussi surtout nous-mêmes, quoi. C'est tout corps porte en lui sa propre institution en devenir. On est tous potentiellement les singes de nous-mêmes. Et c'est ça qui me terrifie. C'est pas loin de la place au soleil, en fait. C'est un peu pareil, c'est dans mon corps trouver du confort dangereux pour la création. Comme c'est quand même la seule chose qui m'importe, enfin, en tout cas c'est la seule chose qui me rend la vie habitable. Alors, soyons très clairs, je fais de la catégorie A une catégorie vraiment à part, j'en fais en aucun cas une catégorie supérieure, qu'on soit bien clair. Vraiment. Mais moi c'est la mienne. Voilà, c'est comme ça que je vis, je pense, et c'est tout. Il y a mille autres façons d'aborder l'existence avec intensité, richesse et générosité, en faisant des charpentes, par exemple. Il y a pas mal de pentes qui travaillent dans la charpente. C'est une marotte gauchiste assez courante de fabriquer des charpentes, donc il y a plein de charpentiers dans mes relations. Et leur façon d'habiter la vie est très très intense et très riche, très créatrice, etc. Non, je ne suis pas charpentier, je suis artiste, donc voilà. Bon. C'est comme ça que je fais les trucs, quoi. Donc, c'est quoi qu'est-ce que veut dire, du coup, c'est intitulé par rapport à cette question, j'ai appelé ça, c'est un petit côté clickbait, c'est vraiment très attirant d'un seul coup, vivre et penser en bande dessinée, qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est que, déjà, on va essayer de déterminer qu'est-ce que c'est qu'une bande dessinée. Question au moins aussi insoluble que... Ouais. Je crois que tu avais envie d'arrêter de parler de l'art et de la bande dessinée. Ouais. Mais juste moi j'avais une question parce que je ne l'ai pas fini, donc je ne vais pas me permettre de dire plus que ce que j'ai déjà lu, mais j'avais lu de toi exposer la bande dessinée. Ouais. Et dedans je trouvais que, enfin, du coup tu parlais de la bande dessinée comme ayant comme, aspirer comme état final être le livre et pas d'être exposé, et que l'exposition c'est un lieu mondain, qu'il faut pas, que la bande dessinée n'a pas vocation à attendre. Et moi je n'étais pas du tout d'accord. Et du coup est-ce que c'est possible d'avoir un rafraîchissement de ça aussi? Ouais, on peut parler de ça, bien sûr. Comme tu parlais de différentes catégories, du coup est-ce que la bande dessinée doit appartenir à cette catégorie? Parce que juste pour l'anecdote, moi je fais les expositions d'Angoulême, je vois les expositions d'Angoulême, je trouve que c'est un truc très passionné. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec ce que tu disais, je me disais mais on est juste des passionnés, c'est pas du tout mondain. Et avant-hier, je vais à l'exposition de Yuichi Yokoyama à Marseille, je voulais y aller, je m'attendais à la population un peu d'Angoulême, et là c'était hyper riche, fou. Du coup là je voyais ce que tu voulais dire, mais comme il y avait quand même ce truc d'Angoulême, avec beaucoup de gens qui aiment les cinéma. Alors, parmi les trucs, les questions qu'on est obligé de se poser quand on est artiste, c'est quelles sont les conditions d'apparition sociale des œuvres. Voilà. Donc la réponse, la condition d'apparition sociale des planches de bande dessinée, c'est l'édition. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que toute bande dessinée se pense dans ces conditions d'apparition sociale. Le deuxième volet de l'essai que tu as lu s'appelle « Les bandes dessinées exposées » et vise à produire une pensée de l'espace et des corps qui traque dans l'expérience de la bande dessinée la possibilité d'y répondre dans l'espace, c'est-à-dire de voir en quoi tout ce qui se développe de spécifique entre la matérialisation plastique et les cours narratifs qui s'y glissent, comment ces opérateurs-là se mettent en branle, peuvent être mis en branle dans l'espace de façon spécifique. En gros, est-ce qu'il est possible dans l'espace de répondre à de multiples questions? La première, est-ce que dans l'espace, on peut produire des aménagements pour les corps qui traversent l'espace, qui soient des expériences de bande dessinée? Et est-ce qu'on peut montrer quelque chose des bandes dessinées comme objet spécifique, adapté à leurs nouvelles conditions spatiales? Donc ce que je dis dans ce livre, c'est assez simple, c'est que toutes les bandes dessinées qui ont été conçues par leurs auteurs et autrices pour être des livres sont des livres. Et il n'y a aucune raison au monde, à part un fétichisme extrêmement déplaisant,
non seulement à mettre ça sur les murs pour satisfaire chez nous des passions douteuses pour la tambouille, mais en fait, qui n'y est pas sensible. Si on est, je sais pas, un fan hardcore de Harvey Kurtzman, un petit pic d'excitation à l'idée d'en voir un vrai. Mais tu conçois que c'est un comportement absurde artistiquement. Ça n'a pas de sens. Cet objet, une planche d'Harvey Kurtzman, est pensée par Harvey Kurtzman pour être imprimée, et tous les gestes artistiques qui sont faits de telle manière à être escamotés par le travail final et pensé avec lui. D'autre part, le récit, un Kurtzman ou l'autre chose, on s'en fout de l'artiste dont on parle, ce récit est conçu pour être éprouvé dans sa construction narrative qui est bousillée par la sanctification sur un mur, qui n'est pas seulement une opération patrimonialisante un peu ridicule, mais qui est aussi une opération destructrice des singularités de la bande dessinée, et qui plus est avec un manque d'imagination qui fait pleurer tout de même, qui consiste en gros à traiter une planche de bande dessinée exactement comme on l'a fait depuis toujours avec les peintures, puis quand on manquait d'imagination, souvent, trop souvent, avec la photographie. Cette question, elle s'est beaucoup posée pour les photographes pendant longtemps, pendant des décennies, tu vois. Et quelques personnes y répondent. Bien, la plupart, mal. Mais est-ce que du coup tu considères que l'exposition de bande dessinée a le même statut que l'exposition de la catégorie art? Et est-ce que les personnes qui vont voir les expositions... Enfin, moi je trouve que du coup la différence c'est juste... Il y a des expositions qui parlent à des lecteurs et lectrices et pas forcément à des amateurs d'art qui n'est pas la bande dessinée. Et du coup, la fétichisation des originaux et des choses comme ça, est-ce que c'est négatif? Parce que moi, là, encore plus pour l'exposition de Yuichi Yokoyama, où ces planches finales n'ont rien à voir avec ces brouillons, et là, il était exposé ces brouillons qui étaient tellement différents, qui étaient colorés, et moi, en tout cas, ça me rapproche, j'ai l'impression d'être plus proche de l'auteur, et du coup, d'avoir un petit... comment dire ça, d'être un peu plus biaisé, mais pas pour me déplaire, de l'œuvre papier, du coup de encore plus profiter, je sais pas, du coup l'exposition était pour des lecteurs et lectrices, mais les personnes qui s'y sont retrouvées au moment du vernissage, c'était des mondains de fous, mais c'était pas non plus... c'était juste qu'il y avait un bug dans la matrice de l'exposition, mais je sais pas, pour toi c'est vraiment quelque chose qui devrait pas arriver, l'exposition de bande dessinée. Même pour Angoulême, je suis conscient que c'est quand même une machine à fric, mais les gens qui y vont et les gens qui... Il y a plusieurs plans dans ce que tu dis qui sont de nature un peu différente. Il y a la question art, et voir simplement à quel endroit elle se joue, comme type de pari, à l'intérieur d'une œuvre et d'une pratique, qui n'est pas une évidence non plus. Donc par exemple, comment elle se joue chez Yokoyama et à quel endroit? De toute évidence, elle se joue dans la publication de livres, parce que quand Yokoyama veut faire des expositions, il en fait des vrais. Il fait des vitraux, il fait toutes sortes de pièces pour l'espace absolument géniales. Donc en exposer des brouillons de planches, c'est une marotte sans doute très satisfaisante pour Laurent et Nicolas, pour les éditeurs de Yokoyama, mais je pense que ça n'a pas d'intérêt. Et je pense que l'idée selon laquelle c'est chouette de se retrouver illusoirement plus proche de son auteur est assez chelou à mes yeux. Mais je comprends tout ça, j'entends tout ce que tu dis. C'est compliqué parce qu'une expo de planches de bande dessinée, on voit bien par exemple que quand elle satisfait un regard patrimonial, elle est elle-même ambiguë sur la question des statuts. Quand on voit par exemple que la question art, c'est longtemps et continue encore à se sanctifier pour les amateurs de bande dessinée historique. On pourrait parler longuement d'ailleurs de la façon dont les rapprochements de la question art se sont faits à l'intérieur même des bandes dessinées pendant un siècle. C'est assez douteux tout le temps. Et en tout cas, le rapprochement par exemple s'est fait pendant très longtemps, traditionnellement, dans les milieux habituels de la bande dessinée, uniquement par la fréquentation institutionnalisante de
la monnaie dans son association à la vente des œuvres. C'est-à-dire que quand les planches sont arrivées à Drouot, on s'est dit ça y est, c'est de l'art. Pour dire les choses crûment. Quelle étrange façon de poser les choses. Je ne peux pas la poser en ces termes. Mais tu comprends qu'en fait, on joue à plein de jeux très compliqués parce que la question art, elle ne se pose pas forcément dans toutes les productions en bande dessinée. Si on avait posé la question à 80% des dessinateurs de comics américains dans l'âge d'or, par exemple, je me dis, je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Enfin, c'est pas mon problème. En fait. Quand le premier Action Comic est publié, je crois que c'est en 1938, c'est pas la question des auteurs de ces bandes dessinées de savoir si ce sont des artistes, ça leur est indifférent. C'est pas ça leur problème. Et je dirais que la question art est un problème de temps en temps en bande dessinée. Il y a plein d'autres façons de faire des bandes dessinées. Or, de façon indifférente, Angoulême sanctifie tout ça en jouant toujours, tu vois, sur l'ambiguïté des statuts, qui passe, quand c'est pas la sanctification par l'argent, les planches, enfin, ça se vend cher, donc c'est de l'art, c'est aberrant, mais c'est comme ça, c'est vrai, hein, mais je vous invente rien, c'est aberrant, mais c'est comme ça. La muséographie, en fait, apporte aussi des garanties d'artisticité assez artificiellement, sans jamais reposer la question de l'action. C'est-à-dire, l'art, c'est avant tout une activité. Chaque auteur, chaque autrice, de voir où eux et elles questionnent leur relation à cette expérimentation du monde, tu vois. On ne peut pas statuer de façon générale, et surtout pas d'une façon dont le musée apporterait les garanties que quelque chose de cet ordre a lieu. Mais on a cette habitude. On a cette habitude parce que justement parce que la catégorie A, elle est beaucoup dialogante avec sa captation des productions humaines et la façon dont précisément elle produit, le musée produit pour ces productions-là un changement de régime, un changement de statut, c'est-à-dire un isolement du cadre même de leur production et de leurs conditions d'apparition sociale. Il y a un type qui s'appelle Mario Perniola, qui est assez intéressant, un vieux marxiste des années 60-80, en gros, qui a pas mal écrit sur Adorno, et qui disait, assez justement, à propos des images et du reste des productions humaines, et notamment de l'anthropologie, il disait peut-être qu'il y a un moment, il faut accepter l'idée qu'un dessin magique est plus proche d'une danse magique que d'un dessin de Rubens. Il faut penser à ça quand on regarde les choses, tu vois. Et de la même manière, questionner les relations dans lesquelles se trouvent ceux qui produisent les œuvres, c'est fondamental. Il faut savoir quel est le sens qu'ils apportent à leur relation au monde, à leur construction. Qu'est-ce que ça veut dire, la façon dont après tout ça est embarqué dans d'autres fantasmes, et notamment des fantasmes de légitimation historique. Si on observe par exemple la façon dont le degré d'artisticité des bandes dessinées a pu passer, par exemple, dans les années 80. Parce que c'est un bon exemple. Dans les années 80, tu as une école italienne qui n'est pas inintéressante, qui s'appelle Valvolina, mais dont le credo est plutôt étrange. C'est que les garanties qu'on atteignait au statut artistique de la bande dessinée passaient par la mise en évidence et la mise en branle des rapports d'image qui avaient déjà fait l'épreuve de l'histoire de l'art pour se signifier. En gros, ils enquillaient des méthodes plastiques qui pour eux disaient quelque chose, genre Matocchi faisait des bandes dessinées au pastel gras, qui valent ce qu'elles valent, qui sont souvent pas mal. Mais là où on pouvait se dire, ouais, c'est de l'art, c'est parce qu'on avait changé de matériaux et que surtout, les images étaient très connotatives d'expérimentation historique, pour le coup assez lointaine, ça faisait un peu peinture du dimanche de la fin du 19e quand même. Et les références artistiques dataient un petit peu, comme c'est de la BD, on pardonnait. Donc ça pouvait aller, dans le meilleur des cas, Spartacus, vers des expériences, on va dire, décorativement cubistes, mais beaucoup d'impressionnisme, beaucoup de nabisme venaient habiter ça, ce qui est super bizarre. Les bandes dessinées n'ont pas du tout besoin de ce type de recours pour expérimenter leur champ et pour s'affirmer artistiquement. C'est pas ça le problème, en fait. Ça peut pas être un problème qui va se régler comme ça. Mais on voit bien que c'était symbolique. C'est que la question de la légitimité de la bande dessinée à s'imposer dans le champ a été si difficile à résoudre que beaucoup de l'histoire des bandes dessinées est ponctuée de cette façon de faire les choses. Pendant longtemps, les éditions d'Amok et de Fréon, qui sont devenues ensemble Frémok, dragouillaient
des formes modernes un peu vieillottes, qui donnaient cette drôle d'impression, là encore, qu'on avait une bizarre compréhension du problème quand on avait au fond des récits qui n'inventaient pas grand-chose dans les formes du récit, ni dans la narration, ni dans l'organisation des planches, mais dans les images, c'est-à-dire le traitement de la représentation, portait sur elle des vieux traits de modernité du XXe siècle. C'est une étrange façon de régler, de penser le problème. Et tout ça repose beaucoup sur la grande difficulté, effectivement, à voir où sont les enjeux, en fait, où on les place, et comment on produit un cadre un peu fin de ce questionnement. Donc, pour ma part, à moins que vous ayez d'autres questions sur cet aspect-là, la façon d'introduire cette question dans mon propre travail, elle a été triple. Là, j'ai pris des notes pour voir, mais bon, on va peut-être pas s'attarder trop longtemps, puisqu'on a déjà pris du temps et je ne voudrais pas vous épuiser. En fait, on n'a pas commencé la conférence. Ça va, 18h50. Comment ? Donc, il y a un moment où vous allez mourir de faim, donc il va falloir en tenir compte. Donc, je ne veux pas vous voir dépérir devant moi lentement. Donc, ma question, elle s'est posée devant les œuvres du passé surtout, et notamment là-dessus, c'était sur les multiples pans où ces œuvres se disposaient autour de nous, notamment beaucoup dans les musées, sauf si vous avez le bonheur d'aller régulièrement en Italie, elles sont encore très présentes dans les églises, donc elles sont loin d'être toutes muséographiées, même si souvent, de plus en plus, elles sont muséographiées un peu à l'intérieur des églises, qui ont une autre façon de les éclairer. Forcément, il y a une prise en considération du contemporain, ce qui est normal. Enfin, c'est une œuvre, on en a déjà parlé juste avant, mais elle n'est pas figée dans sa façon d'être observée dans le temps. C'est normal qu'elle traverse comme ça plein de façons d'être appréciée et regardée. Et du coup, comment en bande dessinée et par la bande dessinée, moi je les pense, ces œuvres, déjà comment je les pense distinctivement, parce que ça compte beaucoup pour moi de couper avec cette vilaine habitude qui n'a aucun intérêt pour les amateurs et amatrices de bande dessinée, d'aller absolument chercher dans le passé tel truc, ça, la tapisserie de Bayeux c'est de la BD, la colonne de Trajan c'est de la BD, non. À aucun moment, ça n'a absolument aucun sens, et surtout ça a zéro intérêt, mais c'est encore la chaîne de l'estimation. C'est comment rend honorable cette discipline en lui trouvant un passé mythique. C'est épuisant, ça sert à rien, et ça aide pas du tout à dégager ce que les bandes dessinées font. Par exemple, un exemple très très simple, vous allez comprendre où je veux en venir. L'organisation à l'intérieur de certains manuscrits, je laisserai un manuscrit vraiment à part, c'est les Cantigas de Santa Maria, qui posent toutes sortes de problèmes vraiment uniques en leur genre. Mais si on prend des trucs un peu plus banals, comme les manuscrits d'Hérat de Landsberg, même s'ils n'existent plus sous leur forme originelle, il n'y a plus que des copies, mais on se dit, ah ouais, quand même, là on y va dans la bande dessinée, on est à plusieurs moments, et il y a des phylactères, blablabla. Il se trouve que ce qui va construire en partie les bandes dessinées, c'est deux trucs fondamentaux. C'est la fabrication d'opérateurs de durée et un espace conjonctif des images. On dit comme ça, ça me fait mal à la tête à tout le monde, mais c'est assez simple. La bande dessinée, c'est pas un problème de temps, c'est un problème de durée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas assigner à un opérateur de durée. Alors l'opérateur de durée le plus classique, c'est la case. Alors, opérateur de durée. Mais la case, c'est nécessaire. On n'est pas obligé de foutre des traits autour de telle scène, on n'est pas obligé de la ceinturer, on n'est pas obligé d'en mettre plusieurs sur une page. On peut aller assez loin dans les glissements et la possibilité de construire des opérateurs de durée. Et ces opérateurs de durée existent comme force plastique. Donc ça, c'est particulier au monde dessiné. Alors que les opérateurs de la peinture ou de l'enluminure sont des opérateurs de temps. Un opérateur de durée permet de le penser comme un espèce à la fois de subjectivation de celui qui s'y confronte, qui, pour le faire exister comme
comme appareil de durée doit s'y impliquer. Il lui donne sa durée par sa durée. Et en plus, ce sont des zones d'autonomie complète, de durée. C'est-à-dire qu'ils débordent très largement ce qu'on pourrait appeler un moment. Il n'y a pas de moment, en fait. Si vous regardez, je ne sais pas, un type qui court dans une bande dessinée de Jacobs, s'il est en train de parler en courant, c'est pour un exemple très simple, mais ce qu'il est en train de dire ou le paratexte qui l'accompagne n'a rien à voir avec l'expression de la vitesse supposée être celle de la course. Il y a une disjonction entre les deux. Donc ça, c'est une propriété des vacuoles de durée qui construisent une bande dessinée. Et c'est un espace conjonctif, c'est-à-dire que par l'espèce de substrat énonciatif, vous pouvez dire narratif, mais c'est plus, de mon sens, quelque chose d'énonciatif. C'est pas obligé qu'on raconte une histoire, si vous voulez. On peut juste produire un continuum qui est la voix d'une bande dessinée. C'est conjonctif parce que ça les tient fermement ensemble, avec subtilité, ce qui fait la différence entre une collection d'images posées sur un mur et ces images côte à côte dans une bande dessinée. Un des opérateurs les plus efficaces de cette conjonction, c'est de dire que c'est une bande dessinée. Tout simplement, on peut prendre au sérieux l'idée selon laquelle si vous prenez n'importe quel livre où des images sont côte à côte et vous le présentez éditorialement en disant « ceci est une bande dessinée », votre mode de lecture va produire seul ce qui va construire à l'intérieur de tout ça cette expérience de vie particulière qu'est une bande dessinée. Donc ça peut reposer sur peu de choses. Ça peut reposer juste sur ce simple énoncé éditorial. Et dans par exemple une série de miniatures où vous allez voir des expériences temporelles, où vous n'avez pas de conjonction, où vous avez une sortie permanente. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs vignettes relatives à un texte, par exemple le Nouveau Testament, prendre un exemple tout à fait au hasard, chacune de ces vignettes renvoie à l'expérience du croyant à une extériorité fondamentale. Et c'est à elle qu'il se réfère tout le temps. Donc au fond, un album, un manuscrit enluminé du XIIIe siècle est plus proche de l'expérience de vie que vous vivez dans une église quand vous traversez la nef devant un chemin de croix ou devant chaque station du Christ. Si vous êtes chrétien, vous savez ce que chaque scène représente, donc vous allez vous y référer. Et en fait, c'est un peu comme ça que fonctionne cet assemblage. Donc c'est vraiment autre chose. Évidemment, l'autre truc qui est important, c'est que pour qu'il y ait une bande dessinée, un peu comme l'exemple du cadre éditorial, il faut juste que, au minimum, que celui ou celle qui le fait dise qu'il fait une bande dessinée. C'est bien de se renseigner auprès des gens qui font des trucs pour savoir ce qu'ils font, c'est-à-dire comment ils pensent ce qu'ils font. Donc c'est pas la peine d'aller demander à un type dans un scriptorium du XIIIe siècle qui fait des bandes dessinées. Non, foutons-lui la paix. Ça ne nous empêche pas d'aller téter aux mamelles de l'histoire pour nos images. Je fais que ça toute l'année, je ne vais pas dire le contraire. Hein. Donc maintenant, rapidement, et après, si vous voulez, on peut passer aux questions après ça. Ça prend chez moi plusieurs formes. Des rapports d'objets, des rapports de trajet, des rapports de sujet. Un rapport d'objet, j'en ai noté quelques-uns en bouquin. Il y a Misère et malheur de la guerre, Depuis un crâne et Scrapbook. Alors là, j'ai pas Misère et malheur de la guerre, c'est une série de dessins. Alors les Misères et malheurs de la guerre, c'est un cycle de gravure de Jacques Callot, qui est très beau. Donc, je vous invite vraiment à découvrir ces belles choses. Et donc c'est un... Alors qu'est-ce que j'appelle un rapport d'objet? C'est-à-dire clairement, mon rapport est très connotatif dans ces moments-là. Je suis devant une image, comme l'est un type, historien, genre, qui entretient avec cette image à ce moment-là une sorte de rapport d'érudition, si vous voulez. Je questionne vraiment son cadre, son contexte, et je me dis comment je fais apparaître quelque chose de son contexte, de sa singularité historique, de son dire des fois, puisque évidemment les images du passé sont excessivement chevillées à des discours, à des dires. Voilà. Comment je rends compte de ça? Par mon moyen, par la bande dessinée. Alors, un autre bouquin qui en rend compte ici, essayez de ne pas faire de pop sur la table.
C'est ça, c'est Depuis un crâne. Depuis un crâne est un livre un peu particulier, qui n'est pas un livre d'illustration, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, qui est un parcours historique à travers une série de 2 iconographies. L'iconographie de Saint-Jérôme et celle de Marie-Madeleine. 2 iconographies qui n'ont pas grand-chose à foutre, a priori, l'une avec l'autre. Enfin, je veux dire, c'est pas des personnes qui ont pu se rencontrer, par exemple. Marie-Madeleine, comme vous le savez forcément, c'est une contemporaine de Jésus-Christ. Elle est censée lui avoir lavé les arpions et avoir un petit peu évangélisé Marseille, comme le veut la géographie par la suite. Et Saint-Jérôme, donc, c'est un des 4 docteurs de l'Église, important, avec Saint-Augustin, Saint-Ambroise et Saint-Grégoire, excusez-moi. Mais ils ont un petit truc en commun dans leur histoire, enfin un gros truc quand même. C'est un retranchement de leur existence dans une vie érémitique. En gros, ils sont allés se réfugier dans une grotte et ça donne des trucs spécifiques à leur iconographie, des attributs. On appelle attributs tous les éléments qui accompagnent les saints et les saintes pour les caractériser. Et dans les attributs de ces 2-là, il y a un crucifix et il y a un crâne. Donc le livre s'appelle Depuis un crâne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez apparaître un truc ici, c'est l'articulation des 2 iconographies par l'endroit où devrait se trouver le crâne absent. C'est la lettre volée à chaque fois de cette articulation. Donc pas à pas, donc chacun de ces tableaux, il y a plein de gens entre l'Italie, la Flandre et l'Allemagne. À chaque fois, ils sont articulés 2 à 2, c'est comme s'ils se questionnaient l'un l'autre par le mode du dessin. Donc le dessin, chez moi, est vraiment un outil de spéculation, c'est par lui que je questionne les formes du monde, plus que par l'écriture au fond. Donc pour moi, vraiment, le dessin, c'est un mode de vie, quoi, et un mode de pensée, un mode d'arpentage du monde. Et ensuite, j'ai soumis ce va-et-vient, qui met aussi à l'épreuve parfois de la lisibilité, et aussi par rapport aussi au niveau, comme il y a des niveaux de langue, langue vulgaire, soutenue, etc., il y a des niveaux de dessin, où ça peut aller jusqu'au cartoon dans certaines des représentations choisies, et des fois, au contraire, une espèce d'académisme un petit peu buriné, comme ça. Donc, il y a plein de façons d'aborder cette question, d'essayer de mettre en lumière des propriétés de ces images. Et ensuite, j'ai confié ces images à une amie qui est historienne, surtout de la Renaissance italienne lombarde, donc au nord de l'Italie. Et elle a écrit sur ces images, comme si c'était du matériel historique. Donc elle soumet ces articulations, je parlais d'hypothèse comme d'un branchement nouveau, un branchement inattendu, c'est des branchements inattendus, et elle écrit là-dessus. Donc ça, vous pouvez le feuilleter si ça vous amuse, c'est vraiment un traitement par l'objet. Et le dernier, c'est le scrapbook. On en parlera demain pour le truc sur le fanzine et la small press, pour ceux et celles que ça intéresse. C'est un scrapbook, vraiment, on l'a pensé comme ça avec ma compagne. C'est un fanzine dans lequel on aborde, un peu comme dans Depuis un crâne, et notamment beaucoup, enfin le désanoblissement des relations à l'image, donc des techniques parfois extrêmement triviales, quoi, ou des approches très triviales de l'image, et produire un livre qui rend compte de nos relations à plein d'œuvres, de musée après musée, qu'on apprécie, et qui essaient de faire toucher quelque chose de leur propriété, des fois par des choses assez marrantes. Donc ici, c'est une vieille tapisserie des années 70 qui compose une espèce d'illusionnisme perspectif qui pique la tête, et d'en faire un élément par un jeu très très simple de construction avec une figure en pâte à modeler, renvoyant aux multiples questionnements autour de la perspective à la Renaissance, comment très rapidement elle apparaît, et très rapidement, en fait, elle disparaît sous la forme où l'avait imaginé Alberti. Donc voilà, ça c'est un livre d'expérimentation pure qui peut aller des fois vers une pratique de l'objet qui attache vraiment, sincèrement, la sympathie pour le scrapbook. C'est pas un livre au second degré, on a vraiment voulu faire ça dans les règles de l'art. Et des fois, il y a des moments anaglyptiques, c'est-à-dire des dessins qui sont faits que pour les doigts, voilà, que vous ne pouvez pas voir, mais qui sont venus inciser le papier. Donc là aussi, c'est des rapports d'objets, c'était assez disjoint, c'est comme un livre d'art, chaque page est autonome et pensée dans un rapport d'objets. Du coup, ça c'est vraiment un exemplaire. Celui-là a été tiré en 40 exemplaires. Ça reste des fanzines, on n'en fait pas beaucoup, on se prend un petit mois, on en fait 40.
Ensuite, il y a ce que j'appelle les rapports de trajet qui comptent beaucoup pour moi. Les trajets, c'est qu'est-ce qui prend les corps dans la vie devant les œuvres d'art. Ça m'intéresse énormément parce que ça semble être accidentel, au sens où Aristote crée ce terme, quoi. Ça semble être délié de l'objet, un truc qui n'a rien à voir. Mais pour moi, c'est complètement lié. C'est la façon dont on aboutit à un endroit, dont on va aller chercher l'œuvre d'art à l'autre bout de l'Europe. Avec ma compagne, on peut faire 1200 bornes pour voir un tableau. C'est un peu dément, on s'en rend compte, hein, c'est un mode de vie assez chelou. Mais par exemple, on a un triptyque, la bataille de San Romano, qui est des Uccello, qui a été démembré. Donc il y a un volet à Paris, c'est facile à voir. Mais il y a un volet à Florence et un volet à Londres. Donc on s'était dit, on veut voir ça dans la même semaine. C'est complètement con, mais on a fait ça. Mais évidemment, c'est un prétexte, puisque sur tout le chemin, on s'arrête dans toutes les églises, dans les musées en question, on va voir 3000 autres trucs. Voilà. On se construit comme ça des trajets. Et ces trajets sont hyper riches parce qu'ils ressemblent pour moi au processus d'acculturation. La façon dont on rencontre les livres, qui est toujours infiniment plus bordélique que ça n'a l'air de l'être. Alors aujourd'hui, c'est plus compliqué avec Internet, mais quand on fréquentait encore pas mal les bouquineries, il y avait souvent à côté du livre qu'on était venu chercher un truc qu'on n'était vraiment pas venu chercher et qu'on prenait quand même en plus. Et ça crée dans les moments de lecture des rencontres très inattendues et extrêmement fécondes finalement. Parce que quand on se soulage de la lecture de tel ou tel bouquin un peu casse-tête par l'autre livre qu'on a acheté ce jour-là qui est consacré, je sais pas, à un livre de botanique par exemple, il y a forcément un moment où la botanique va venir parasiter votre façon de lire Horkheimer. À ce moment-là, il va se passer des trucs. Le trajet pour aller chercher les œuvres, c'est ça. C'est toutes les choses qui se passent pour moi et qui sont étroitement liées à ces œuvres, qui font partie de leur existence, que je ne peux pas séparer, cette existence, et qui me permet aujourd'hui de vous en parler, par exemple. Et si je devais parler de telle ou telle œuvre, je vous parlerais, par exemple, de la façon d'y accéder. Comment on y va, comment matériellement... Par exemple, on ne peut pas parler cet après-midi, certains de vos camarades avaient choisi, on finit par choisir une autre œuvre, mais l'Annonciation de Fra Angelico, qui se trouve à San Marco à Florence. Et il se trouve que ce tableau, il apparaît. C'est-à-dire que quand vous rentrez à San Marco, il est en haut des marches. Donc en fait, c'est comme autrefois, quand on allait rouge et honteux, adolescent au bordel, on monte un escalier avec le sentiment qu'on fait un truc qui va changer votre vie. On monte les marches d'un truc qui est un peu temporaire, un peu inquiétant. Et on voit d'abord la partie inférieure lentement se dégager. Un monde nouveau s'ouvre à vous, une nouvelle lumière. La partie qui apparaît est à peine déchiffrable. C'est des marmi finti, c'est des marbres peints. Et c'est seulement après qu'au-dessus, on voit enfin l'annonciation qui explose. Et là, la volupté arrive. Vous êtes émerveillé par cette rencontre. Et toutes les marches, en fait, elles font partie de ça. C'est vraiment un ensemble. Allez voir le Sacro Monte, ce truc-là. Donc ça, c'est un bouquin qui est consacré à ça. C'est une épreuve un peu du même genre, quoi. Les Sacro Monte, les Sacri Monti, par exemple, parce qu'il y en a plusieurs, c'est des espaces qui ont été pensés comme des pèlerinages. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est devenu super dangereux pour les chrétiens d'aller à Jérusalem. Donc le moine qui a pensé ce truc-là, les Sacri Monti, il a reconstitué en Italie, dans le nord de l'Italie, des séries de 50 chapelles, enfin 52 pour le Sacro Monte qui se trouve à Varallo. Imaginez 52 chapelles, toutes peintes à fresque, et avec à l'intérieur des dizaines et des dizaines de sculptures peintes et coiffées, c'est-à-dire avec des perruques. Donc c'est un espace super étrange. Vous pouvez imaginer à quel point, si vous n'êtes pas familier de ce genre de truc, vous allez juste trouver ça probablement incroyablement kitsch. Ça l'est pas, c'est autre chose. C'est un événement étrange, ça vous a fait aborder la Renaissance sous un tout autre œil que celui auquel on pourrait s'attendre, ça vaut le coup. Et aller là-bas, donc c'est faire effectivement un trajet un peu particulier parmi ces chapelles. Et le livre essaie de rendre compte de ça. Et c'est un prétexte aussi à parler de ce que c'est qu'un trajet. Donc il s'ouvre vraiment sur un trajet. Et il fait traverser plein de musées. C'est comme si finalement toutes ces balades constituaient petit à petit une sorte d'immense parcours assemblé par la vie elle-même. Voilà. Donc ça, c'est Sacro Monte.
Et ma troisième approche, si vous m'arrêtez quand vous êtes vraiment naze, hein. Ça va? Je vois Arthur qui est quand même défoncé de fatigue. Ça va? Parce que vous ne le savez pas, ils m'ont déjà entendu parler toute l'après-midi, donc je pense que ça a dû être un peu compliqué. La dernière option, la dernière approche pour mon bande dessinée, c'est, après tout ça, le sujet. Et là, c'est plus noué à l'expérience intellectuelle et artistique qui se fait la mienne peu à peu, livre après livre et musée après musée. C'est comment on continue à rendre vivantes ces choses du passé à travers son œuvre, sans en être juste l'interprète ou le singe. Comment on construit de la vitalité personnelle à travers ces questions en étant un peu autre chose qu'un historien ou... Et ça, c'est évidemment la question la plus excitante. Donc il y a plusieurs de mes livres qui rendent compte de ça. Il y en a un qui s'appelle Apax, que je ne vous ai pas amené parce qu'il est un peu lourd et je voulais voyager léger. Et c'est un bouquin qui est consacré au plagiat. Donc qui pose la question du signe et de comment le plagiat est avant toute chose une opération capitaliste, c'est-à-dire qui produit de la certitude du signe et sa fétichisation pour garantir de façon opératoire sa réception publique comme seuil de reconnaissance d'un négoce qui va fonctionner, donc de la connaissance, production d'une série de signes, mise à distance des conditions de réalisation de ce signe, qui appartiennent à la vie de quelqu'un, mais cette vie d'un seul coup est transformée en une série de formes, avec pour seul objectif que cette forme apporte une retrouvaille assurée dans la chaîne de production avec laquelle le public sera d'une certaine manière à l'aise puisque préparé par sa diminution en fétiche marchand. Donc, ce livre parle de ça, ouais. Juste, ça fait penser à la problématique actuelle avec l'IA, évidemment. La question du plagiat et même plus largement, je dirais, du vol. Parce que c'est un peu pareil, mais voilà. Et je voulais savoir si tu t'étais intéressé quand même à ces formes aussi de production, même si ce n'est pas vraiment de l'image. Je travaille beaucoup avec des IA dans mes derniers bouquins. Les IA génératives que j'utilise, j'en ai une petite dizaine. Donc là, je n'ai pas amené de production, c'est des livres. Je travaille avec des IA depuis, c'est possible, ou depuis 2 ans. Alors la question du plagiat, comment elle est posée par rapport à ça, je pense que c'est pas vraiment un bon... Enfin, c'est un faux problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que là où les IA nous posent un vrai problème, c'est un problème éthique et politique. Pas tant, tu vois, devant les œuvres des autres, que devant... Les modèles sont quand même nourris comme ça. Mais ça fonctionne pas comme nous, donc on va en parler. Mais le vrai problème, c'est qui ça fait bosser. Donc toute la chaîne de micro-travail que ça exploite, ça c'est vraiment un putain de problème. Il y a la captation des résultats à qui appartiennent les IA. Enfin, tu vois, on a affaire à des grosses machines assez inquiétantes. Après, la génération par IA, c'est assez excitant parce que, en fait, comme n'importe quelle discipline, au fond, on peut produire des trucs nuls, c'est-à-dire 95% de la production en IA, c'est des lieux communs sans intérêt. Et quand tu as développé une aptitude particulière à te saisir du prompt pour emmener l'IA là où elle ne va jamais, en fait, tu as une garantie de faire des images qui sont dégagées de tout cliché. Et c'est assez excitant. Et pourquoi c'est intéressant de se dire qu'elle travaille différemment, c'est que ça a un certain rapport avec la musique, ça ressemble un peu à la synthèse soustractive en fait. C'est-à-dire que l'IA, les IA génératives d'images, on ne peut pas dire l'IA comme ça, c'est un peu absurde, l'IA générative d'images produit un nuage statistique de correspondance, et ensuite elle le filtre et elle l'écrème. Nous, on ne marche pas du tout comme ça. Quand on produit du plagiat ou ce qu'on appelle l'inspiration, en fait, on assemble, quoi. On ne sait pas faire autre chose. On est des assembleurs. En gros, on fabrique des centaures toute la journée, des trucs à queue de cheval et à corps de type. On n'est pas tellement bon pour autre chose quand il s'agit de produire des objets d'après d'autres objets. On assemble.
l'IA, elle fait tellement pas ça que si on l'utilise avec un peu de finesse, on peut l'emmener dans des endroits vraiment chelous et extrêmement amusants. On est plus dans le sujet que dans la forme. Enfin, à titre personnel, pour avoir exploré aussi, peut-être pas suffisamment, mais je trouve que ça marche assez bien avec la photo, quoique on a une sorte de lissage un petit peu. Je trouve qu'on les reconnaît assez facilement, finalement. Pour l'instant, ouais. Surtout quand on est dans le chelou, justement. Et par contre, dès qu'on veut sortir du domaine de la photo, ou en tout cas de ce qui s'en approche, du photomontage, je trouve que c'est assez difficile. Et en fait, sauf si on est dans le manga Ghibli, quoi, où là, effectivement, il y a une telle masse d'images qu'on arrive à produire du Ghibli assez facilement. Mais sinon, c'est pas terrible, en fait. Bah, c'est-à-dire qu'on a fait plein d'expériences cet après-midi sur l'ekphrasis, les rapports langage-image. Donc on était en plein dans ce genre de problématiques, sauf qu'on passait pas par des intelligences artificielles, mais par des bêtises naturelles, c'est-à-dire nous-mêmes, ce qui est beaucoup plus excitant. Mais pour l'IA, effectivement, c'est dur et c'est ça qui est génial. C'est que produire un objet vraiment créatif, oui, c'est un pari. Parce que spontanément, la machine, si sur le prompt on est un peu light, on va obtenir des trucs steampunk, on va obtenir de la fantaisie un peu chiante, enfin, rien de très intéressant. On va obtenir effectivement des caricatures de BD japonaises industrielles et pas les meilleures. On va pas aller vers Yokoyama, quoi, spontanément. Et c'est normal, le brouillard statistique nous conduit vers là. Et en plus, il peut que s'envenimer, puisque la plupart des gens qui utilisent des IA se satisfont pleinement de ces merdes. Donc résultat, les IA finissent par rencontrer dans leur mode d'acculturation ce qu'elles ont elles-mêmes produites et qui sont diffusées partout sur les autres, donc elles tournent un peu en rond et les images sont de pire en pire. Ouais, ouais. Bah, parce que les usagers ils montrent leur production. Tu vois. Donc les productions qu'ils ont réalisées avec des IA, bah, ils les montent sur Insta, ils les montent ailleurs. Donc elles finissent par alimenter aussi la récolte et du coup, évidemment, le lieu commun est de plus en plus grand. Mais je pense que c'est pas très grave. Enfin, à titre vraiment personnel et créatif, j'ai jamais mis en opposition les dispositifs techniques. En gros, pour dire les choses crûment, quand j'étais ado, donc dans les années tout début 80, la façon dont les artistes regardaient l'ordinateur, juste ça, quoi. C'était d'une méfiance incroyable, avec un mépris pour ce truc-là. Ça n'a pas de sens. Enfin, on peut faire tellement de merde. Et oui, on a produit beaucoup de cochonneries avec des images numériques, mais en fait, on s'en fout, ça ne nous regarde pas. J'ai l'impression qu'on est quand même dans un truc différent. Comment ? J'ai l'impression qu'on est quand même dans quelque chose de différent. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un nouvel outil technique, point, oui. Mais qui quand même se nourrit du travail des autres. Oui. Ça, c'est là, en fait, ce qui n'était pas le cas du tout de l'ordinateur, puisque l'ordinateur ne se nourrit de rien. Il se nourrit de rien du tout, puisqu'il est juste un outil. Alors, un outil qu'un marteau ou qu'un pinceau. Et c'est pas le cas de l'IA. Bah, dans les années 80, une bonne partie des productions qu'on pouvait faire en infographie reposaient soit sur les prémices de dispositifs 3D, assez embryonnaires mais pas inintéressants, soit beaucoup sur l'assemblage et le collage et le photomontage. Donc aussi beaucoup avec du matos déjà là. Parce qu'en termes, tu vois, de construction directe, palette, tout ça, c'était une déception permanente. Donc beaucoup, on travaillait avec ça. La seule chose vraiment qui commençait à se dessiner, qui pouvait avoir une espèce d'autonomie productive un peu particulière, c'était les courbes de Bézier et le dessin vectoriel, qui sont assez intéressantes comme zone très à part, donc qui, par rapport à la 3D, proposaient vraiment des expériences tout à fait uniques. Sinon, longtemps, ça a été quand même du photomontage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est plutôt mon rapport au lieu commun, je rapproche de ça, c'est qu'une grande quantité des images produites numériquement dans les années 80 étaient incroyablement banales. C'était du surréalisme chiant avec toutes les couleurs disponibles sur la palette. Mais au fond, c'est toujours pareil, dès qu'une nouvelle technologie apparaît, tu as 2 ou 3 petits génies qui en tirent vraiment un profit instantané parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose de cool à faire avec, ils n'ont pas peur, ils y vont franco. Et on voit net, tu vois, à l'aube de la vidéo tout de suite, des œuvres incroyables. Là où tout le monde y va à reculons, et puis qu'après, quand tout le monde y va, bizarrement, ça s'envenime, c'est que tous les trucs qui s'enchaînent ne sont pas super intéressants, et pof, après ça se détend,
Et on arrive à un moment plus détendu où la création juste ingérer ce nouveau dispositif technique sans trop se soucier effectivement de tout cette espèce de caractère normatif. Donc pour l'instant on est un peu dans l'expectative, on est en train tous et toutes de découvrir ces bazars, donc d'essayer déjà de se soustraire à leur lieu commun. Mais pour moi c'est juste le problème politique de l'exploitation de forces de travail et de micro-travail qui me fout en pétard, quoi. Mais on attend juste que des copains qui font des logiciels libres fassent... voilà, et ça commence, hein. Il y a déjà des IA autonomes qui font des trucs pas mal du tout. Déjà, elles sont en standalone, c'est important. Donc des trucs qui sont... T'es pas obligé d'être connecté pour fabriquer des trucs. Ça, c'est vraiment le poison des années 2010, c'est vraiment le cloud, quoi, qui vous rend locataire pour la vie de vos outils de production, c'est horrible. Et c'est pareil pour les IA. Donc, il faut se détacher de ça, produire des objets autonomes et qui soient produits, si possible, évidemment, comme des outils libres. Et là, vaille. Voilà. Je suis pas inquiet. Ni pour la créativité, ni pour... il faut un peu de temps pour que ça se passe autrement, quoi. Et donc, donc le travail du sujet, il est beaucoup là-dedans. Dans ce livre-là, qui est un peu particulier, alors, qui est construit sur un plan quaternaire, c'est-à-dire des grandes cases comme ça. Alors, je vous épargne le chapitre de la quaternité chrétienne parce qu'il est un peu tard et là je vais vous achever, je pense, vraiment. Dites-vous juste, d'une manière générale, et que très notamment dans l'objet que j'ai utilisé, qui sont les sentences de Pierre Lombard. Les sentences de Pierre Lombard, c'était le passage obligé pour tout jeune philosophe, c'est-à-dire également tout jeune théologien en Europe à partir du XIe, XIIe siècle, et c'est resté le passage obligatoire, je crois, jusqu'au XVIIe pratiquement. En gros, tout étudiant en philo devait faire un commentaire sur les sentences de Pierre Lombard. Voilà. Donc c'est une grosse somme en 4 volumes, consacrée à 4 aspects fondamentaux de la théologie chrétienne, et qui était mieux connu pendant longtemps à travers les commentaires qu'à travers les textes eux-mêmes, parce qu'en fait, on traduisait les commentaires de Thomas d'Aquin et des autres, mais on ne traduisait pas les sentences de Pierre Lombard. Donc on avait tous les textes qui en parlaient, mais on n'avait pas le texte de référence, c'était un peu bizarre. Ça a changé enfin en 2006. 11e siècle, 2006. Quand même, quoi. Fallait être latiniste jusque-là. Donc maintenant, vous n'avez plus besoin, vous pouvez lire les sentences de Pierre Lombard. Je ne dis pas que ça va vous passionner, mais vous pouvez le faire et c'est plutôt sympa. Et moi, il y a un truc qui m'intéressait, donc il y a l'étude sur la Vierge de Thomas, c'est son commentaire. Mais c'est pas ça que j'ai choisi pour bosser. J'ai choisi le Proème sur les 4 fleuves de Saint Bonaventure. C'est un théologien franciscain, compagnon de route de François d'Assise, un peu plus jeune. Et il a écrit un Proème sur les 4 fleuves. Et ça, c'est beau. Il est parti juste d'un vers de Job qui demande d'ausculter le fond des fleuves pour y voir en quelque sorte le miroir de Dieu. Et il se livre à un jeu favori des intellectuels de cette période, c'est un jeu d'analogie. Il compare des trucs à des trucs qui sont évidemment pas du tout comparables, ce qui est assez passionnant. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. C'est-à-dire en combinant à la fois le sujet de Thomas, la Vierge Marie, et l'approche étrange de Bonaventure en produisant un livre qui serait un livre... je pars du principe, ça vous paraît bizarre, mais moi quand je lis Thomas d'Aquin, je suis chrétien. Principe de base. Sinon, je laisse tomber. Il ne faut pas faire semblant. Si ces trucs vous intéressent, vous acceptez. C'est comme les champignons hallucinogènes. Vous acceptez que vous allez parler à votre animal totem. C'est complètement con, ça n'a aucun sens. Mais si vous dites pas oui à toutes ces conneries, vous allez rater la qualité de l'expérience. Vous dites oui à tout ce qu'il y a de débile, de fumeux et de mystique, au moins pendant la durée de la prise. Après, vous arrêtez d'emmerder vos petits camarades après en prétendant que vous avez touché au fond de la vérité, parce que vous allez devenir très pénible en société. Mais il faut dire oui à tout à ce moment-là, parce que vous allez profiter pleinement de l'expérience. Donc, quand je lis Thomas, je dis oui à Jésus-Christ, et je laisse rentrer chez moi. Voilà. Et après, quand j'ai fini de lire, je rentre chez moi, gentiment chez lui. Donc j'ai fait ça, je me suis plongé dans la figure de la Vierge Marie, qui est assez fascinante. Elle a vraiment un statut très étrange, très particulier, intermédiaire, et assez douloureux, puisqu'elle fait quand même don de son enfant à la mort pour la rédemption des autres. Quand même, c'est un sacré truc. Et
j'ai représenté uniquement, inlassablement, une scène d'allaitement. Donc ça veut dire que je trouve le lien, les chrétiens ont pas mal fait ça. Il y a plein de vierges allaitantes dans l'histoire de la peinture chrétienne, c'est pas du tout une invention personnelle. Mais ça m'intéresse parce que c'est un moment où la question de la nature spécifique du Christ, la nature humaine, se pose tout particulièrement, puisqu'il y a une communication directe de la chair de sa mère à lui par cette absorption. Donc c'est un moment très troublant qui vient vérifier l'incarnation du Christ par un certain truchement et la longueur de son ministère qui va passer par sa croissance normale, comme tout être humain. Donc c'est assez beau, c'est assez émouvant, c'est assez tragique, puisque le Christ est toujours déjà mort, en quelque sorte. Le temps chrétien a ce site particulier qu'il est toujours déjà accompli. Je ne vous cache pas que c'est particulièrement troublant pour l'esprit. Et le livre devait être un livre extrêmement bavard. Je voulais montrer comment j'étais fort en théologie. Et je disais, ouais, je vais parler de tout ce qui m'intéresse, je vais parler des autres représentations de la Vierge, je vais parler des vierges allaitantes de Lombardie, je vais parler du berboniol, je vais parler de la lactation, et tatati, et tatata. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai pris très au sérieux ce que j'étais en train de faire et je me suis mis dans une situation plutôt immersive et contemplative où l'histoire à la fois chrétienne et l'histoire des images vient affleurer par toutes petites touches. Et le livre est devenu un livre muet, malgré moi. J'ai décidé en gros de fermer ma gueule et il est devenu autre chose. C'est un livre assez tragique quand même, c'est-à-dire qu'il y a un basculement, un renversement ultra simple. J'aime bien les choses très simples en fait. Je trouve que la puissance du concept, c'est quand vraiment c'est 3 fois rien. Et du coup, ça nous confronte, enfin, ça offre beaucoup de place au spectateur, au lecteur et à la lectrice pour exister, quoi. Et là, c'est tout bête. Quelque chose, en gros, ne fonctionne pas vraiment. La Vierge Marie est censée aller dans son corps pur au ciel, c'est ce qu'on appelle l'Assomption de la Vierge. Et dans mon livre, un peu après les milieux, elle se jette dans la mer et disparaît. Et d'une certaine manière, elle rejoint dans les temps chrétiens le premier nom du Fils, c'est-à-dire ce calembour sur Ichthyios Christos qui était joué régulièrement par les premières communautés chrétiennes. Elle va s'abandonner à quelque chose qui, semble-t-il, n'a pas fonctionné, comme si la rédemption n'avait pas marché. Et tout le livre, après, commence à se détruire, peu à peu. Tous les objets de la liturgie chrétienne commencent à se décomposer, et ça s'achève sur une image revue de la question de la crucifixion et de la rédemption. Question qui pourrait se poser à n'importe quel moment de la ritualisation chrétienne, si ce jour-là, par exemple, l'Eucharistie ne fonctionnait pas. Si d'un seul coup, quelque chose avait merdé, et quelque chose de la transubstantiation n'avait pas eu lieu, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change fondamentalement du rapport au monde des choses, pour le chrétien et pour les non-chrétiens ? Voilà, donc ce livre est devenu ce truc, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait dans ma vie à moi de lire des chrétiens si souvent, sans être chrétien, sans y croire. Je suis obligé de vous avouer que je ne crois pas dans la virginité de Marie. Je ne crois pas que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu, même si je fréquente la peinture des chrétiens depuis très longtemps maintenant, et même si c'est si souvent mon objet. Sur les sentences. Comment ? Est-ce que tu aurais pu faire le travail sur les sentences de Pierre Lombard ? D'écrire vraiment un essai ? Est-ce que tu aurais pu le faire sous forme de tableau, en envisageant une forme de série de tableaux, ou en quoi la forme bande dessinée ? Ouais, je pense toujours en... Moi, je pense toujours en bande dessinée. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment la forme dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Parce que quand on le feuillette, effectivement, il n'y a pas de narration, il n'y a pas de... Et on regarde ça comme certains albums de Frémont, comme un carnet de dessin. Bah, il ne l'est pas. En fait, petit à petit, il y a des choses qui se déclinent vraiment dans la durée. Alors, il y a tout un matériel particulier, érudit, qui est dans chaque case. En gros, il y a des fonds. C'est pas la première fois que j'aborde les choses sous cet angle, mais par exemple, pour voir comment ça fonctionne un petit peu,
tu as pas mal de références à des arbres coupés à un certain moment et en fait, dans un tableau de Patinière et Isambrandt, alors Patinière et Isambrandt, c'est des artistes du 16e flamand assez géniaux. Ils bossaient souvent ensemble parce qu'il y en avait un plus doué pour les paysages que l'autre. Il y a une fuite en Égypte dans laquelle l'arrière-plan, c'est juste une forêt coupée. Et donc quiconque est versé un petit peu dans l'écriture chrétienne voit instantanément la mort de tous les nouveau-nés. Euh, Tu vois la coupure violente de la vie avec une coupe franche à l'arrière-plan. Donc ça vient infleurer le récit tout le temps, ce genre de petites choses. Il y a plein de trucs qui sont juste indiciels de ce qui est en train de travailler l'arrière-plan et qui se joue en bande dessinée dans le développement du truc. La façon dont peu à peu la Vierge est escamotée au profit de paysages est aussi articulée case à case et joue sur cette durée particulière. Et derrière cet album, il y a un peu comme derrière, on parlait de Louis au début, un peu comme derrière la vie mode d'emploi de Pérec, est-ce qu'il y a un cahier de contraintes, ou en tout cas de références, comme celle que tu viens de donner, qui explique, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, le choix de certaines images? Alors, il n'y a pas de contrainte supplémentaire à celle de travailler sur un plan quaternaire. Donc avec la pensée toujours quaternaire de la fonction d'orientation de celui-ci. Tu vois, c'est que le plan, au départ, dans la construction adamique, enfin pas au départ, ça commence chez Zosime au IIe siècle, mais va faire du nom même d'Adam une configuration générale du monde terrestre, c'est-à-dire des 4 orientations du monde, nord, sud, est, ouest. C'est vraiment pensé en ces termes, tu vois, comme le plan matériel. Chez les chrétiens, ils s'opposent toujours au système ternaire entre plan matériel et plan spirituel. Et comme le livre est très ancré, là, pour le coup, dans une espèce de tragédie anthropologique totale, il est toujours très lourdement et de plus en plus ancré dans cette quaternité par tous les aspects de la quaternité. Donc on peut y voir affleurer, par exemple, le système des 4 humeurs, avec les 4 caractères, qui a beaucoup tenu à cœur des théologiens du XIIe, quand ils ont commencé à s'aristotéliser. C'est là. Mais c'est là, on s'en fout, en fait. Alors moi, ce qui me plaît, c'est qu'on s'en fout. C'est que ça produit une bande dessinée qui n'exige pas d'être érudit pour la lire. Ça n'a aucune importance. J'espère qu'il en reste quelque chose, comme une impression générale, qui fait toucher à quelque chose de sa construction. Je ne pense pas qu'il soit très, très important, parce que cette pensée n'a plus cours, et donc j'attends pas des lecteurs de mes bouquins qui s'appuient au Honoré d'Autun, quoi. Franchement.